dirait que genre, je m'envole. Je me sens comme si je volais. Magnifique. William, allez, mon grand. Hésite pas. Il y a plein de choses qui te viennent en tête. Là. Prends l'image, puis écris-moi les mots qui te viennent en tête. Ça peut être des noms, adjectifs ou des verbes. Je m'appelle Frédéric. Je suis enseignant en 5e année et en 6e année à l'École des Coquelicots. Ça fait maintenant 11 ans que je suis enseignant. Donc, on a décidé récemment de changer de cap, d'aller faire des activités un petit peu plus à l'extérieur, en fait, vérifier si on pouvait aller chercher les élèves, ou du moins certains élèves, voir s'il y avait des bienfaits, aller travailler à l'extérieur et non pas rester dans le carcan de la classe. N'oubliez pas, je veux des adjectifs aussi, hein? Décrivez les sons. Mais de là de dire que c'est une nouvelle méthode, je pense pas. Je pense qu'on garde la même méthode pédagogique, c'est juste qu'on l'applique dans un environnement différent. D'aller dehors, ça fait partie de notre coffre à outils quand on travaille dans une école, puis avec les jeunes. Donc, on peut se poser la question pourquoi j'irais dehors, mais on peut aussi se poser la question pourquoi je resterais à l'intérieur. Les écoles, on ne choisit pas où elles sont. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est sortir autant que possible, mobiliser ce qu'on a comme ressources autour de l'école, puis si on peut favoriser un contact nature dans ce qui est à notre disposition, bien, c'est certain qu'il y a des bénéfices qu'on peut aller tirer là, au niveau des élèves puis du personnel enseignant. Derrière tout ça, ça amène au fait que le personnel enseignant doit se demander c'est quoi mes intentions, c'est quoi la meilleure manière d'atteindre mes objectifs ou les intentions que j'ai avec mes élèves. Puis des fois, c'est de dire, bien, je vais penser en dehors de la boîte, puis peut-être que ne pas rester en classe puis d'aller dehors, ça peut être ce qui va m'être plus bénéfique avec l'intention que je veux atteindre avec les jeunes. Nous, en fait, on est des chercheurs qui travaillent sur un projet qui s'appelle École à ciel ouvert. Moi, ce qui m'intéresse, avec mon équipe de recherche, c'est d'étudier comment le fait d'être en contact avec la nature, d'aller dehors, peut être bénéfique pour les enfants. D'après vous, est-ce que vous avez des idées en quoi le fait d'aller dehors puis d'être en contact avec la nature peut être aidant? De la vitamine D, là. De la vitamine D? Quand on est dans la nature, on peut oublier les problèmes puis juste relaxer. C'est bien écouter, genre, les oiseaux, d'autres bruits, genre, apprendre sur des nouvelles choses dans la nature. Oui. Ça pratique la vision quand on regarde de loin. Hey, c'est vrai. Puis tu sais qu'il y a des études là-dessus qui montrent que les enfants qui vont plus dehors ont moins de myopie. Ça peut nous rapprocher avec nos ancêtres qui vivaient dans la nature. Pose la question, qu'espères-tu retirer de cette expérience? C'est qu'est-ce que tu vas trouver qui va être enrichissant pour toi à la fin du projet. D'accord? C'est sûr que la gestion de groupe à l'extérieur, c'est un petit peu plus ardu. Hein? C'est moins contrôlé. Il y a plus de stimuli qui se passent à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une classe. Je pense qu'il y a des élèves qu'on va aller chercher puis qui vont être en mesure de faire « Ah, les stimuli à l'extérieur, ça me dérange pas, je reste concentré. » Alors qu'il y en a d'autres que peut-être qu'il va tellement avoir de stimuli à l'extérieur qu'ils vont oublier la tâche, ils vont oublier de se recentrer. À l'intérieur, on prépare le personnel à bien baliser toutes les situations d'apprentissage, à anticiper le plus là, ce qui va se passer. Mais quand on va à l'extérieur, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher justement une plus-value de cette perte de contrôle-là total, mais d'aller chercher ça comme ressource pédagogique puis aller en tirer bénéfice. Puis souvent, bien, on va voir des situations imprévues qui vont se passer. On va pouvoir consolider les liens parce que, bien, on vit un défi qu'on n'avait pas prévu, mais que collectivement, on va vouloir résoudre. On sait qu'à partir d'une quinzaine de minutes en contact nature, dans les moments qui suivent, les élèves vont être plus attentifs. Donc, on peut profiter de ce moment-là pour peut-être même retourner en classe, mais avoir des élèves qui vont être plus attentifs pour peut-être couvrir des notions qui vont être plus difficiles au niveau de la concentration des élèves.
L'enfance, l'adolescence et le début de l'âge adulte sont des étapes de la vie pleines d'opportunités, mais aussi une étape marquée par la vulnérabilité. 70% des problèmes de santé mentale connus comme la dépression, l'anxiété vont apparaître avant l'âge de 24 ans. En fait, il y a pas mal de recherches scientifiques qui démontrent les bienfaits de la nature pour la santé mentale tout au long de la vie, y compris chez les enfants et les adolescents. Dans mon travail, je m'intéresse à mieux comprendre comment les problèmes de santé mentale émergent, mais surtout à essayer d'identifier des facteurs de protection et des stratégies de prévention comme l'activité physique, le fait de s'engager dans la société, le soutien social et l'exposition à la nature. École à ciel ouvert, c'est une intervention, en fait, qui prend place à l'école, parce que les enfants passent la plupart de leur temps à l'école et qui demande aux personnes enseignantes d'emmener les enfants à la nature, donc de les exposer à la nature pendant les heures scolaires. On a réussi à recruter 33 écoles, 54 personnes enseignantes là, dans des régions variées. Plusieurs écoles sont situées à Montréal, aux alentours, mais on a aussi des écoles dans Charlevoix ou au Lac-Saint-Jean. On a développé des activités en français, mathématiques et sciences qui respectent les exigences du ministère de l'Éducation. Et toutes nos activités impliquent la nature, comme par exemple estimer le nombre de brins d'herbe dans un périmètre ou encore se construire un observateur de nuages pour être capable d'identifier les nuages qu'on observe dans le ciel. Et on a développé une trentaine d'activités qui visent d'abord à promouvoir le bien-être des enfants, comme par exemple l'art, le fait d'utiliser des éléments de la nature pour faire un mandala, des activités de pleine conscience comme la méditation de l'arbre et de la philosophie également, réfléchir au cycle de vie et de mort, réfléchir également à la beauté et à la beauté de la nature. Je vous dirais que les idées me viennent jour après jour, donc on va appeler ça de l'opportunisme pédagogique. Je pars toujours d'un objectif, donc je vise un objectif qui est pédagogique, puis après ça, je me pose la question, est-ce que je peux le transférer à l'extérieur? Si c'est possible, je vais tenter de le faire. Après ça, on va voir si c'est transférable, on va essayer de la rendre la plus agréable possible aux élèves pour aller capter leur imagination puis capter leurs idées. Comme des cristaux. C'est genre la peau des dragons dans les films. Ouais, retourne un peu, c'est encore plus cool. Tu vas voir tout. On dirait les écailles d'un lézard ou alors de la pierre qui brille. Ça donne l'idée de genre juste tout regarder parce que c'est juste trop cool. C'est vraiment impressionnant. Si tu peux te regarder, mais c'est vraiment cool. J'ai vu une bactérie, je crois, du moins. Mais je comprends pas comment le fait que l'oxygène aurait se collé sur la feuille. Donc là, je vois avec comme plein de petits points blancs partout. On dirait qu'il est genre hydraté, genre mouillé un petit peu. Le fait de se sentir bien dehors, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse comme médecin. Et j'ai fait des études là-dessus parce qu'il y avait plein de chercheurs qui s'étaient posé ces questions-là avant moi, puis qui avaient démontré que le fait d'être dehors régulièrement, c'était bon pour nous. Puis je me suis dit, c'est un peu évident, mais je suis allée fouiller encore plus loin, puis je suis allée regarder pourquoi. C'est le fait d'être dehors, dans la nature, avec des arbres. Ça peut être sur le bord d'un cours d'eau, ça peut être dans le jardin au fond de sa cour, mais le contact avec la nature nous apaise. Le fait de ressentir genre du bonheur et d'être plus calme dehors, c'est pas comme relié à la psychologie. Parce que personnellement, je me sens pas tant mieux quand je suis dehors. Fait que peut-être que pour des gens, c'est plus psychologique. Pour nous, puis peut-être que tu le sens pas en ce moment, mais ton corps le ressent peut-être. Puis il y en a une, en fait, qui nous dit que l'humain en tant que tel vient pas des environnements où il y a plein de béton, plein de bruit, plein de voitures, plein d'asphalte. Il vient d'un environnement qui est naturel. Puis le fait de retourner dans un environnement qui y ressemble, ça nous calme, ça nous apaise intérieurement. Puis juste le fait de sentir qu'on a un lien avec la biodiversité, que ce soit des animaux aussi ou des plantes,
ce lien-là, ce sentiment-là qu'on est connecté avec la nature, c'est suffisant pour en ressentir les bienfaits. J'ai été surprise moi-même de la qualité des données scientifiques qui soutiennent l'exposition à la nature comme une source, en fait, ou comme quelque chose qui apporte du positif à la santé. Sur la santé physique, ce qu'on sait, c'est qu'après un contact de 15 à 20 minutes avec de la nature, un espace naturel, notre taux sanguin de cortisol, en fait, qui est souvent utilisé comme paramètre du stress, diminue de façon significative, notre fréquence cardiaque aussi, puis notre pression artérielle diminue. Et ça, même si qu'on soit immobile ou qu'on soit en activité physique. Là où c'est encore plus fascinant, c'est de contempler, en fait, la vastitude d'impact sur la santé psychologique puis sur le bien-être. Plus qu'on passe de temps dehors, plus que les gens cotent mieux sur des échelles de bien-être et de perception de bonne santé physique et psychologique. Et l'effet optimal, en fait maximal, semble être à peu près à 2 à 3 heures par semaine. Au-delà, si on passe 4-5 heures, il n'y a pas d'effet négatif, mais il y a un petit peu d'effet plateau qui semble être atteint. Mais à des doses minimales d'à peu près 15 à 20 minutes, ça réduit notre stress, notre corps physiquement réagit positivement, puis notre santé mentale s'améliore, autant avec une réduction des émotions négatives comme le stress, l'anxiété, mais ça a également un pouvoir réparateur, restaurateur sur nos capacités d'attention et d'apprentissage. Bien, de plus en plus d'études dans différents champs, que ce soit en sciences de la nature ou en psychologie, démontrent les effets bénéfiques du contact avec la nature pour les enfants, pour les adolescents et pour la population en général. Chez les personnes neuroatypiques aussi, on a pu documenter une sensation de bien-être, un apaisement. C'est le défi avec la science puis la documentation de ce genre de phénomène-là parce qu'il y a rarement juste un élément qui vient entrer en ligne de compte quant à la concentration, quant au bien-être, quant aux résultats scolaires. Nous, on a montré une réduction des symptômes chez les enfants qui, au début de l'étude, avaient le plus de symptômes. Et la réduction s'observait dans 3 domaines. Les problèmes internalisés, comme le fait d'être plus triste, plus anxieux. D'ailleurs, c'était l'effet le plus marqué de l'étude, une réduction des symptômes internalisés chez les enfants qui, au départ, avaient tendance à être plus dépressifs ou anxieux. Réduction des symptômes externalisés, l'irritabilité, l'agressivité et une réduction des problèmes sociaux, des difficultés relationnelles avec les autres enfants. Au niveau des relations entre les élèves, puis entre les élèves et la personne enseignante, on voit des changements de dynamique la plupart du temps là, quand on est dehors. Ça fait que les jeunes vont avoir moins peur souvent de prendre la parole, d'aller voir la personne enseignante parce qu'ils vont avoir moins peur de se tromper. Souvent aussi, bien, dehors, on va vivre des défis ou on va vivre des situations où les jeunes sont plus physiquement engagés. Puis ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des leaders peut-être parfois négatifs qui peuvent devenir des leaders positifs. C'est quand tu fais un feu, là, qu'est-ce qu'il y a? Non, après! Non! Il y en a qui se mangent, il y en a qui se mangent pas. Oui. Donc, ton travail au premier tour, c'est de mémoriser le plus de mots possible pour t'aider lors du deuxième tour parce que ça se complexifie à chaque tour. D'accord? C'est un petit truc qui rampe à terre. Oui! Pas un! Let's go. C'est quelque chose que soit tu as ton aspirateur. De la poussière. Oui, À l'extérieur, ben, tu peux ressentir, tu peux entendre des sons, tu peux ressentir, tu peux te sentir bien. Mais en fait, premièrement, à l'extérieur, tu as plus de place pour aller t'installer comme si tu fais des travaux ou quelque chose. Tandis qu'à l'intérieur, tu es comme toujours avec des bureaux puis tout ça. Puis je trouve que c'est plus le fun. Tu as plus accès à la nature, tu as plus d'espace. Écoutez les mots parce qu'ils vont être réutilisés. La deuxième partie est plus difficile. C'est la base d'un arbre. Quand les feuilles tombent, c'est des feuilles mortes. Oh là là! Les rennes adorent en bouffer! Carottes! Bourgeons! Non, mais il y a un autre nom! Champignons! Lichen! Oh, les chicanes! Bravo! Non, c'est qui les bouts? C'est très beau, la nature. Alors, moi, ça me donne beaucoup d'inspiration. Comme pour mes dessins.
Quand je rentre chez moi, je dessine des fois. Qu'est-ce que je fais à l'école? Je fais même parfois de l'anxiété, mais j'ai l'impression que quand je suis dehors avec des gens que je connais, puis tout ça, j'ai l'impression que je me déstresse, puis je pense à d'autres choses que de penser que comme je vais avoir un examen ou quelque chose comme ça. Aussi, peut-être qu'on peut apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qui est plus en lien avec la nature. Comme j'ai appris un nouveau mot pendant, c'était lichen. C'était une sorte, je crois, de mousse, si je m'en souviens bien. Aya, maintenant, dans les mots que tu as réussi à faire deviner, j'aimerais ça que tu ailles chercher une des émotions et que tu me racontes l'émotion avec le mot que tu as déjà vécu. Un incontournable, c'est l'apprentissage expérientiel. On va dehors pour vivre une expérience où les jeunes vont être physiquement, cognitivement engagés. Puis par la suite, bien, ça va être beaucoup plus facile d'aller mobiliser les jeunes parce que quand on a vécu quelque chose avec nos sens, puis qu'on y voit une pertinence, qu'on est engagé, bien là, on peut faire des liens beaucoup plus facilement, même quand on revient à l'intérieur. Regardez en dessous des trucs. Là, il y a un petit truc en place. Yes, Lina! Tenez. Bravo. Tout ce beau truc à bas. Ah. Ici, Sophia. Ouais. Vous avez vu la couleuvre? Vous avez vu la couleuvre? Il y a une couleuvre là-bas! Il y a une couleuvre morte. Ah! Voilà. Fait que je ne sais pas si c'est un chien ou un animal qui l'a... Ça fait partie du cycle de la vie, ça, là. Mais il y avait un gros corbeau avant que je suis en train de le manger. On va faire quelque chose qu'on fait tout le temps, normalement, sans y penser. Je vous invite à prendre une grande respiration. Qu'est-ce que vous venez d'inspirer, là? De l'oxygène. De l'oxygène. L'oxygène vient d'où? Des arbres. Des arbres. Et de quoi d'autre? Plancton. Phytoplancton, des océans. Fait que par chaque respiration, sans qu'on s'en rende compte, on est lié à des arbres, à des plantes qui ont transformé le CO2 en oxygène. Il y a des petits bouts de vous qui ont déjà été à l'autre bout de la planète complètement dans plein d'autres organismes vivants. On est un petit bout de la nature, de l'environnement, parce qu'on est l'air qu'on respire, on est l'eau qu'on boit, on est la terre qui nous nourrit. On aide la planète! Pour moi, l'éducation en plein air, c'est un grand chapeau qui inclut une grande diversité d'approches. C'est certain que aller dehors pour apprendre, c'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour tout. Puis je pense qu'il va falloir qu'on regarde pour chacun des types d'apprentissage. Puis c'est un peu comme la classe. Dans la classe, on peut faire tellement de choses de plein de manières différentes. Dehors, je pense qu'il y a un principe qui restera toujours le même. Je pense qu'on privilégie la qualité des interventions éducatives par rapport à la quantité. Mais c'est comme... J'ai un flocon. J'ai un flocon. Un flocon? Oui, j'ai un flocon. Comme des mini-sculptures. C'est comme genre des stalactites de glace qui, je sais pas, qui montent. Tu vois plus comme des genres cristaux? Comme si il y a comme des bulles. Mettons, si tu fais du chocolat fondu, là, puis après tu le mets genre sur de l'eau glacée, tu sais, ça va genre cristalliser. On va dire que je comprends. C'est comme des carrés avec des trous puis des bulles. Ah, OK. Des lignes qui sortent un peu de partout. Là. Émile, viens voir, c'est trop cool! Tu vas capoter! La texture est comme satisfaisante, mais je sais pas. T'as envie d'y toucher, on dirait. Tu sais, ça, c'est ma peau. Ça, c'est mon ongle, c'est mon joue. Hey, c'est trop cool de voir les brillants, là. Est-ce que c'est normal que tu aies vu un flocon complètement différent? Mais c'est sûr que oui. On a agrandi ton flocon 120 fois. Tu n'as pas vu la même chose. J'ai ressenti une certaine déception auprès de certains élèves. Mais tu ne peux pas le voir comme ça. On a tout simplement agrandi le flocon à un point tel que tu voyais les petites particules. Lorsque ces trois conditions sont présentes, la neige se forme. Voyons plus en détail ce processus de formation.
Dans un nuage, à une température sous le point de congélation, des gouttelettes d'eau et des cristaux de glace peuvent exister simultanément. Juste un instant, on a un mot quand même complexe. Que veut dire simultanément? On a quand même suffisamment, à mon avis, de données probantes pour envoyer un signal clair à nos décideurs, dans le domaine de la santé publique en particulier, en matière d'aménagement du territoire et autres, pour favoriser ce contact de chacune, mais particulièrement des enfants et des jeunes avec la nature. Parce que le bien-être, il est à la fois physiologique et mental. Nous, on a envie d'étendre nos projets de recherche aux adolescents. On le sait, les adolescents ont des taux de sentiments dépressifs, de sentiments anxieux, même de préoccupations envers le réchauffement climatique assez marqué. Les adolescents passent beaucoup de temps à l'intérieur, parfois sur des écrans. Et je pense que des interventions en nature qui ciblent les adolescents sont vraiment à l'intersection entre la santé mentale, entre les questions également climatiques. Et on espère développer une intervention qui cible les adolescents, en les exposant dans la nature, en les encourageant aussi à s'engager dans la communauté, notamment pour prendre soin de la planète. Donc, nous, on est très motivés par les beaux résultats d'École à ciel ouvert à poursuivre nos efforts dans ce sens-là. Je pense que c'est très prometteur. C'est une intervention qui est accessible. C'est une intervention qui est gratuite. La nature est partout. La nature est partout, même en ville. C'est sûr qu'il y a des inégalités qui persistent. Les quartiers défavorisés, en général, ont moins de verdure que les quartiers les plus favorisés. Mais en général, on peut dire qu'au Québec, on est pas mal choyé en termes de nature, même dans nos villes. À mon avis, l'école, on devrait l'envisager avec un E majuscule. Donc, l'école, pour moi, oui, c'est une institution, mais c'est aussi le lien qu'on peut créer entre, oui, le bâtiment, mais aussi la communauté, notre environnement, notre milieu de vie. On veut, préparer les citoyens de demain, mais ces citoyens-là, si on reste toujours à l'intérieur du même bâtiment physique, puis qu'on ne va pas avec eux marcher dans des lieux naturels, dans la communauté, là où, justement, on a de l'action locale qui se passe, bien, moi, je me demande comment est-ce qu'on peut vouloir créer les citoyens de demain qui vont comprendre les enjeux locaux. Hey, c'est vrai, il en reste pas grand! C'est le top ça! C'est-tu moi, ça? Trop beau! C'est une éclipse totale! C'est trop beau! Faut que je prépare à les remettre par contre. Moi aussi, hein. Je pense que pour un professeur, d'amener sa classe dehors, c'est de montrer un exemple. On sait que les professeurs sont souvent des figures d'inspiration pour les jeunes, des figures de confiance. Puis je pense qu'on peut jouer un petit peu, contribuer à un certain rôle modèle dès le jeune âge, d'entretenir des habitudes de vie positives en contact avec la nature, puis de le faire en contexte scolaire. Je pense que ça amène un petit peu ce lien-là à un autre niveau, autant pour le professeur qui peut apprendre des jeunes que des jeunes qui peuvent apprendre du professeur. Puis ça concrétise beaucoup, en fait, des enseignements qui sont vus dans les murs de la classe, mais de l'expérimenter dehors, ça pourrait peut-être être même positif sur les apprentissages. Si l'expérience est favorable, c'est sûr que mes collègues vont vouloir faire le même type d'activité, donc c'est dans cette direction-là qu'on va présentement. Mes collègues avec lesquels je suis plus familier, c'est des collègues, par exemple, de maternelle. Donc, les collègues de maternelle, eux, ils font déjà beaucoup d'activités à l'extérieur parce qu'ils sont dans la découverte. Mes collègues de troisième cycle, par exemple, pour le moment, sont nouveaux. Donc, on n'a pas encore les liens assez serrés pour partager nos idées de cette façon-là. Mais au fur et à mesure de l'année scolaire va avancer, c'est l'objectif de faire des activités, les 4 groupes ensemble. Donc, si on est capable d'aller chercher un collègue à la fois, c'est sûr que ça serait ça notre objectif. Ben ça, c'est vraiment un conseil aux professeurs de le faire plus tôt dans la journée. Comme ça,
tout le long de la journée, ils pourront profiter du calme, car les élèves ils auront dépensé leur énergie dans la nature, sont tout cassés, puis en profitant du moment. Ouais, je dirais que c'est vraiment cool de jouer les deux en même temps. Par exemple, la moitié du temps dehors, la moitié du temps à l'intérieur. Comme ça, tu peux vivre le meilleur des deux mondes. Ça sent plus réel de regarder à travers le microscope en touchant la feuille même, plutôt de le voir sur un écran ou dans un livre. Probablement, je vais m'en rappeler plus. Quand on est dans notre classe, c'est pas du tout le même sentiment. On est entre quatre murs, il y a un professeur qui parle, alors que là, on est dans le vécu, on sent les sensations de la nature. L'air, elle est complètement différente avec un arbre à côté de nous. Moi, je trouve que c'est vraiment bien pour les élèves parce que ça complète plus leurs besoins et leurs nécessités à ceux qui auraient de la difficulté à se concentrer ou quoi que ce soit. Apprendre en plein air, on se sent mieux et plus relaxé. À mon avis, l'éducation en plein air nous permet de nous questionner sur qu'est-ce que l'école, qu'est-ce qu'on veut comme école pour les jeunes, comme société. Et je pense que ce sont des approches qui sont différentes de celles qu'on vit à l'intérieur de l'école. Je pense qu'elles doivent être complémentaires, mais il faut se dire que quand on va dehors, on a des stratégies ou des approches différentes qu'on peut adopter qui peuvent venir bonifier ce qu'on fait déjà à l'intérieur puis travailler autre chose avec les élèves. Je pense qu'au Québec, on regarde trop souvent ce qui se fait ailleurs en pensant que ce qu'on fait ici n'est pas suffisant. Je pense que déjà, le Québec a tout pour être un modèle pour d'autres systèmes éducatifs. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui le font, ils ne se font pas imposer au Québec. Ils comprennent par eux-mêmes pourquoi ils le font, puis pour les élèves. Donc, je pense que dans 10 ou 20 ans, on va juste être encore plus un modèle pour d'autres systèmes éducatifs à travers le monde. C'est dans nos écoles qu'on apprend à nos jeunes souvent à socialiser, à être en interrelation avec d'autres êtres humains, de leur âge a priori, mais aussi avec des adultes, et où on est en interaction avec l'environnement aussi. Donc, la manière dont on enseigne, la manière dont on favorise cette création de liens entre les humains entre eux, mais aussi avec la nature, où on se sent relié, où on comprend mieux le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, on apprend à mieux se comprendre nous aussi dans cet environnement-là. Tout ça, c'est favorable à une responsabilisation de tout un chacun. C'est un investissement pour la vie, pour la société, pour la suite du monde. Déjà, on a sûrement un microscope à vous.